Voilà, voilà, j'ai lancé l'enregistrement. Voilà, donc on va commencer par vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue pour ce webinaire qui va porter ce soir sur notre vision, notre pratique de l'hypnose telle que nous avons l'habitude de l'enseigner à l'Institut Mimétis. Je vais commencer par me présenter. Je suis Stéphane Roy, psychologue de formation, psychothérapeute, co-directeur de l'Institut Mimétis. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Institut, l'Institut Mimétis, je rappelle que l'Institut est un centre de formation à destination des professionnels de santé et de la relation d'aide, où nous dispensons un certain nombre de formations. Et donc, on va en parler ce soir, bien sûr, de l'hypnose, mais aussi d'autres formations plus ou moins longues, des formations longues comme la thérapie du lien et des mondes relationnels, développée par Éric Bardot, et la thérapie narrative, et puis bien sûr un certain nombre d'ateliers de perfectionnement et d'approfondissement. Et n'hésitez pas, si vous avez quelques interrogations, à vous tourner vers l'Institut et on y répondra très volontiers. Donc ce soir, voilà, on a la chance d'avoir avec nous donc Éric Bardot. Éric, je te laisserai le soin de te présenter. Et puis nous pourrons comme ça rentrer après dans le vif de notre sujet de ce soir que nous avons intitulé. Donc voilà, notre approche, je résume un petit peu, mais notre approche, on a voulu marquer un peu notre singularité. Et puis notre manière de voir l'hypnose. Alors, Eric va pouvoir en parler longuement tout à l'heure, de manière plus détaillée, puisque Eric, ça m'institue, historiquement, est à l'origine de la création de cette formation, et donc qui émane d'une vision, d'une philosophie de l'hypnose que nous allons partager avec vous voilà, d'ici quelques minutes. Mais pour l'instant, Eric, je te propose c'est d'abord de commencer par te présenter, si tu veux bien. Merci Stéphane pour partager ce webinaire avec toi sur l'hypnose et sur notre vision de l'hypnose à l'Institut. Donc, je m'appelle Éric Bardot, j'exerce la profession de psychiatre, pédopsychiatre et psychothérapeute depuis maintenant plus de 40 ans. Et l'histoire de la question de l'hypnose est pour moi quelque chose qui est présente dans mon existence depuis longtemps, on en reparlera tout à l'heure, et qui s'est formalisé en 1991 quand j'ai franchi la porte de l'Institut Milton Erickson de Paris chez Jean Gaudin. Effectivement, c'est ce qui m'a amené en 2009 à créer l'Institut Mimétis et à l'intérieur de cet institut à développer la formation hypnose dans cette vision de l'hypnose que nous allons partager ensemble, ainsi que ce qui en découle, c'est-à-dire évidemment les thérapies brèves et aussi la thérapie du lien des mondes relationnels en lien avec le psychotraumatisme et la résilience. Alors, sauf si tu veux poursuivre, mais il y a quelque chose qui est bien, si tu permets, je te le soumets et puis on verra si c'est le bon moment. Mais moi, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse de savoir, c'est qu'est-ce qui peut amener, en l'occurrence, qu'est-ce qui, toi, a pu t'amener, je ne sais pas, et peut-être en lien avec ton histoire, à t'intéresser, en fait. Est-ce qu'il y a des éléments qui t'a amené à t'intéresser à l'hypnose? Alors, c'est là où nous commençons à rentrer dans le vif du sujet. Mon histoire de vie et le contexte familial dans lequel, j'allais dire, j'ai grandi, m'a amené en fait à
expérimenter la transe. En fait, si je commence déjà à parler de la transe, c'est de comprendre que lorsqu'on parle d'hypnose, c'est quels effets va avoir l'hypnose. Et il est habituel de parler que les effets de l'hypnose vont être des effets de transe. Moyennant quoi, d'ailleurs, si on prend l'histoire de l'hypnose, on a développé d'autres noms pour la transe. Je peux citer le somnambulisme, l'extase, etc., etc. Si je décris ce phénomène, je dirais que c'est un retour sur l'expérience intérieure. C'est-à-dire que c'est comme si l'expérience intérieure vient sur le devant de la scène par rapport je dirais, au monde habituel et au monde vigile. Et ce qui m'a amené à développer les expériences de transe, c'est qu'en fait, naturellement, c'était pour moi la manière de pouvoir aller chercher je dirais aujourd'hui, la réassociation chez moi dans un environnement qui envoyait des messages complètement dissociés. Très tôt, je l'ai déjà exprimé dans d'autres interventions. Je suis né dans la dépression maternelle. Et en fait, pendant des années et des années, il y a eu chez moi une confusion au niveau des perceptions internes entre mes perceptions internes et l'expérience, j'allais dire, de détresse qui venait du vécu de ma mère, c'est-à-dire du vécu maternel. Et ces effets de désaccordage entre ces perceptions faisaient que j'étais dans l'incapacité de pouvoir discriminer ce qui était de mes perceptions en propre, perceptions que je pouvais avoir en lien avec la détresse, ce que je percevais de la détresse maternelle. Et ce qui m'a permis de me réassocier était naturellement de partir dans cette expérience de transe qui était très particulière, qui était de partir dans le vécu de désaccordage, de désassociation, qui était le mien à ce moment-là. Et je pouvais le faire dans diverses situations très spécifiques, et particulièrement 4 situations. C'est dans la nature, dans mon lit, dans l'eau, dans la baignoire ou dans la mer, ou dans la rivière, enfin dans l'eau. Et le 4e, c'était que je pouvais partir à partir de lecture de livres et des livres qui me permettaient quelque part d'activer mon imagination et qui m'emmenaient dans l'histoire. Si je comprends bien, pardon, rapidement, si je comprends bien, tu nous parles de réassociation, de confusion, de transe. Si je comprends bien, ce qu'on appellera les phénomènes hypnotiques, faut dire que tu as baigné dedans déjà très, très tôt, en fait. En fait, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que j'ai baigné très tôt dans les phénomènes hypnotiques parce que tout simplement, je dirais, j'ai baigné très tôt dans les phénomènes liés au monde traumatique. Et qu'en retour, ma manière, j'allais dire, de gérer, entre guillemets, les phénomènes du monde traumatique était d'utiliser les phénomènes hypnotiques. Mais en fait,
j'allais dire, c'était en me dissociant dans un premier temps de la dissociation. Et c'est ce qui m'a amené à faire des expériences j'allais dire, d'un trance extrêmement différentes et variées. Et qui reposaient d'abord sur des expériences ou qui activaient la sensorialité ou l'imaginaire. Oui. Et c'est ce qui m'a amené, en fait, à découvrir dans la bibliothèque paternelle à l'âge de 9 ans. Mon père avait acheté des collections de livres et j'ai découvert dans la bibliothèque à l'âge de 9 ans un livre qui s'appelle Le manuel de l'étudiant magnétiseur du baron du Potter. Et ce livre, quand je l'ai lu, si je me remémore à l'époque, il a créé chez moi une réaction de peur. En fait, aujourd'hui, je dirais que cette peur portait sur une expérience très particulière en lien avec le vécu traumatique qui était la honte. Et pourquoi la honte? Parce qu'en fait, j'étais en train de découvrir dans ce livre qu'un certain nombre des expériences que j'avais pu faire et que je pouvais faire naturellement étaient décrites comme, comment dirais-je, comme pouvant exister. Alors que de mon point de vue, dans mon vécu, il relevait du secret de l'indicible, c'est-à-dire de l'incapacité à dire. Comme si cela faisait partie des expériences qui ne pouvaient être dites et exposées sans avoir le risque en retour d'être pris pour quelqu'un de fou ou d'anormal. Et je me souviens que j'ai refermé le livre et il m'a fallu au moins 4 ou 5 ans avant de pouvoir le réouvrir. Une expérience révélatrice alors, quoi qu'il en soit. Expérience révélatrice qui va avoir des effets bien particuliers puisque quand je vais faire médecine et après psychiatrie, il est clair pour moi qu'il y a une activité qui a, comment dirais-je moi, des liens proches de l'hypnose, puisqu'il s'agit de rentrer dans un espace-temps-relation particulier, je reviendrai tout à l'heure, qui est le jeu, sous toutes ses formes. C'est-à-dire l'univers du jeu, le monde du jeu. Le monde du jeu qui va servir de base à la conception des mondes relationnels, à la conceptualisation des mondes relationnels. Et évidemment, le jeu, c'est légitime d'être à la fois dedans et à la fois en dehors, ailleurs, dans l'espace du jeu. C'est ce qui va m'amener, quand je vais faire la pédopsychiatrie, enfin voilà, de pouvoir théoriser le jeu en thérapie et les liens entre le jeu et la thérapie. Et en même temps, et là d'ailleurs, petite parenthèse, je vais découvrir une chose spécifique, mais il faut se remettre à l'époque où, comment dirais-je moi, la pédopsychiatrie était, comment dirais-je moi, quel mot je pourrais dire? La pédopsychiatrie, c'était la théorie psychanalytique qui était, et l'approche psychanalytique qui était sur le devant de la scène. En tout cas, dans le service dans lequel j'étais, ça amenait mon chef de service à dire, à l'époque, Eric, je te remercie pour ce mémoire, je n'imaginais pas que le jeu pouvait avoir des effets thérapeutiques chez l'enfant. Même si, à l'époque, Winnicott avait déjà écrit qu'un enfant qui joue est un enfant qui est en bonne santé. Or,
l'approche classique à l'époque était plutôt d'observer l'enfant jouer et d'interpréter le jeu de l'enfant plutôt que de jouer avec l'enfant. Hmm. Je crois commencer à percevoir les prémices d'une manière particulière d'utiliser, de pratiquer l'hypnose dans ce que tu dis. Voilà. Et si je continue, il m'a fallu justement en lien avec cette histoire première, il m'a fallu quelques années avant de décider de franchir la porte de l'Institut Milton de Paris en 1991, car je savais à ce moment-là que j'osais affirmer ma singularité dans le monde de la psy et de la pédopsie. Inutile de dire qu'entre-temps, je m'étais intéressé, car c'est très important pour moi, tout ce qui est de l'histoire de la psychothérapie et de l'histoire des pratiques psychothérapiques à travers le temps. Oui. Je m'étais intéressé à l'histoire de l'hypnose et particulièrement depuis, en tout cas, depuis Mesmer, le magnétisme animal, puis après, comment ça a évolué avec Pusségur et le somnambulisme. Et ensuite, comment a évolué l'hypnose avec Braid, Bernheim et Charcot, la lutte entre Bernheim et Charcot, sur la vision de l'hypnose, et enfin, ensuite, la rencontre avec la pratique de Milton Erickson. Oui. Une petite anecdote qui me semble vraiment importante. Ce qui m'avait frappé quand j'avais fait ma formation en 91 chez Jean Godin à l'Institut Milton Erickson de Paris, c'était que pendant cette formation, il y avait à la fois cette expérience singulière de chacun dans l'utilisation de la transe. Oui. En même temps, ça mettait une espèce de dynamique de groupe où il y avait un partage d'expérience qui me semblait tout à fait essentiel, et que c'est quelque chose que j'ai gardé dans mon expérience de manière importante. L'autre élément, et on va y revenir, l'autre élément important, c'est de découvrir et d'avoir découvert que par l'utilisation du langage, cela me confirmait qu'il pouvait y avoir des réponses de type corporel, sensoriel et motrice. Quand tu dis le langage, tu parles du langage parlé, hein, verbal. C'est ça, hein, d'accord. Et que ce qui est entre les phénomènes qui se produisent, oui, qui étaient dits, il n'y avait pas un lien de causalité direct nécessairement. Voilà. Alors, peut-être qu'on peut rentrer dans... Effectivement, on peut rentrer maintenant peut-être un peu plus dans les détails et de commencer à développer finalement, à partir de toute cette riche expérience, un regard particulier sur l'hypnose. Et juste avant, j'ai retenu, tu racontais en lien avec des expériences dans ton histoire, que tu avais observé toi-même qu'il y avait et peut-être que ça va être un point qui va être développé, hein, tu disais que lors de la lecture, au contact de la nature, au contact de l'eau ou encore au contact de mon lit, dans mon lit, c'était des situations, des moments, des contextes en fait où ça pouvait venir s'exprimer. Peut-être que c'est une question qu'on peut garder pour tout à l'heure, je ne sais pas, mais cette question aussi du phénomène
du côté du contexte aussi qui peut participer dans la pratique de l'hypnose et à produire les effets et que en fonction du contexte, évidemment, les effets ne vont pas forcément être les mêmes et que c'est peut-être quelque chose que toute personne qui pratique l'hypnose auquel il doit être sensible et tenir compte justement de ce contexte. Mais c'est les différentes expériences que tu évoquais qui me faisaient dire ça, mais peut-être que c'est un peu un tôt et qu'on le développera tout à l'heure, cette question-là. Je crois que la question du contexte est tout à fait essentielle. Et même, je dirais que quand on regarde l'histoire de l'hypnose, oui. une fois cette question du contexte est tout à fait fondamentale. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, pour le développer, je vais commencer par là. Ça marche. OK. Pour moi, l'hypnose, c'est comment construire un espace-temps relation, c'est-à-dire un espace-temps dans lequel il va y avoir, on va utiliser des techniques relationnelles. Or, et ces techniques relationnelles, elles peuvent être diverses et variées. Mais il y a deux paramètres importants à rajouter, me semble-t-il. La première, c'est le contexte. Et que ce contexte va amener à la rencontre de deux intentions partagées. Et toute la question est que cet effet de contexte est essentiel. Et que c'est à l'intérieur de cet effet de contexte que l'on va pouvoir utiliser des techniques relationnelles. Mais là où est la problématique de l'hypnose, me semble-t-il, depuis le début, c'est que ces techniques relationnelles participent autant de l'installation de l'effet de contexte, c'est la relationnelle, que de ce qui va se dérouler dedans. Si je le dis de manière très simple, je pourrais dire qu'aujourd'hui, il y a deux approches, même si après il y a toutes les variations entre deux approches de l'hypnose. L'approche de l'hypnose qui est dans la vision de je vais utiliser des techniques relationnelles dont la première de toutes est la suggestion. Mais si je reviens dans l'histoire de l'hypnose, il y avait trois grands types. C'était la suggestion qui met en mouvement l'imagination, qui met en mouvement l'imitation et qui met en mouvement j'ai un trou, excusez-moi, pardonnez-moi sur le mot de l'époque, mais qui est l'intériorisation. Et donc, la question est-ce que l'opérateur, l'hypnothérapeute, va agir sur la personne et qu'à ce moment-là, l'intention est que la personne se soumette aux actions de l'hypnotiseur ou l'hypnothérapeute. Ou est-ce que, dans une autre vision de l'hypnose, nous allons construire un espace-temps dans lequel les suggestions vont avoir comme objet d'amener dans la coopération. C'est-à-dire que les suggestions vont être à la fois pour la personne qui hypnotise et pour la personne sujet hypnotisée. Est-ce qu'on doit comprendre, par exemple, Eric, qu'il
finalement, toute suggestion, à partir du moment où elle est dite, je dois la dire, quand je la dis aussi bien pour l'autre que pour moi aussi. Alors, c'est là toute la question. C'est là toute la question. C'est-à-dire, en d'autres termes, que si je reviens sur la position de Bernheim, oui. Ces suggestions, il dit toute sensation, toute expérience qui vient de l'extérieur et qui entre, d'ailleurs, il dit dans le centre du cerveau, en quelque sorte, va se transformer en idée et que l'idée va se transformer en action. Et toute idée va se transformer en action. Mais en fait, il dit aussi que pour que la suggestion, on va dire, de la personne qui hypnotise, qui est une hétérosuggestion, devienne chez la personne hypnotisée la suggestion qu'il va prendre, c'est-à-dire qu'il devient une autosuggestion, il faut qu'il y ait cette opération-là. Or, ça veut dire que pour cette opération ait lieu, ça veut dire tout simplement que ça nécessite en arrière-plan qu'on rentre dans un contexte qui permette que les deux intentions soient partagées et orientées vers une direction commune. Aujourd'hui, on dirait de manière objective, vers un objectif. D'accord. Ouais, ça me fait penser un peu à tout ce qui se développe. Aujourd'hui, on voit énormément par exemple, d'ouvrages sur l'auto-hypnose, par exemple. Mais quand je t'entends, ça me fait dire que il peut y avoir auto-hypnose à partir du moment où on serait d'abord passé par une hétéro-hypnose, c'est-à-dire ça fait d'abord une expérience qui se fait, une expérience partagée et que l'autre ensuite peut amener avec lui et ensuite le pratiquer, l'utiliser pour lui-même, mais ça passe d'abord par une expérience partagée, si j'ai bien compris, enfin en tout cas avec deux intentions partagées. C'est-à-dire qu'il s'agit de prendre appui sur un message externe pour après entrer dans l'expérience de transe, qui va être l'appropriation des effets du message externe, qui va devenir à ce moment-là quelque chose de propre. Oui. Ça, c'est important ce que j'entends, ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est pas tant ce qui est dit en termes de suggestion, mais ce que je vais dans l'espace, dans la bulle hypnotique, ce que je vais percevoir des effets de la suggestion et que c'est ça que j'emmène avec moi. C'est ça. D'accord. Les effets de la suggestion que je vais emmener avec moi. À partir du moment où ils vont être congruents avec l'expérience dans laquelle je suis. D'accord. Et ce qui me semble tout à fait essentiel, c'est que dans une perspective thérapeutique, cette congruence est une congruence en lien avec le contexte. Oui. Est-ce que c'est possible, Eric, si qu'on revienne un instant justement sur cette question de contexte pour bien faire comprendre ce qu'on entend en fait. Le contexte, c'est le lieu de rencontre. Le contexte, c'est le fait d'être d'accord sur un objectif. En fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre quand on dit contexte en fait? Eh bien, en fait, si je reprends par rapport à ma propre expérience, c'est en lien avec ce dans quoi est la personne à l'instant T. D'accord. C'est-à-dire le monde dans lequel elle vit. Le monde, d'accord. Okay. Et c'est ce dont elle a besoin à ce moment-là. D'accord. Oui. Et ce qui me semble important, c'est que en fait, la modification de l'extérieur, de l'expérience, va passer par en fait la mise à distance des représentants chez la personne de ce dans laquelle elle est, dans les représentations sociales et dans le monde qu'elle a construit. Oui,
D'accord. Donc j'entends, je comprends. C'est pas, ça veut dire que bien sûr, c'est pas suffisant de dire tout simplement, je suis identifié comme étant l'hypnothérapeute, la personne est identifiée comme la personne qui est en demande. Le fait de se rencontrer dans un bureau, voilà, on est dans un contexte commun. C'est pas suffisant. Ça nécessite d'identifier, de repérer justement dans le contexte, c'est-à-dire dans l'espace dans lequel on est, c'est-à-dire physiquement, géographiquement, il s'agit d'amener la personne aussi, enfin et conjointement, de repérer, d'identifier et Oui, le monde relationnel dans lequel elle est, oui, elle. oui. Et D'accord. comment je vais rentrer dans ce monde relationnel? Et comment je vais rentrer dans ce monde relationnel? Et à ce moment-là, partager l'expérience ensemble. D'accord. Oui, d'accord. Et, 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 et on peut le décrire là de manière très concrète. Voilà, je vous propose de le décrire de manière très concrète. Oui. Mm. C'est-à-dire que quand je vais dérouler une séance, je vais commencer d'abord par une première suggestion, qui peut être une suggestion tout à fait banale. Euh, euh, est-ce que comment vous êtes assis sur cette chaise? Est-ce que c'est OK pour vous d'être assis sur cette chaise? Ou ça peut être sur la question, une question, euh, par exemple, comme vous avez pris rendez-vous et que vous êtes venu ici, est-ce que vous pouvez me dire, par exemple, voilà, en quoi c'est important pour vous d'être venu ici? Qu'est-ce que vous pouvez en attendre? Ou qu'est-ce que vous espérez en attendre? C'est-à-dire que la première question est une question qui va amener la personne à exprimer une position. Et en fait, après, les suggestions que je vais pouvoir faire vont prendre appui sur les réponses de la personne, qu'elles soient verbales ou qu'elles soient non verbales. D'accord. Mhm. Exemple, imaginons que, je ne sais pas, par exemple, la personne prenne une attitude de réflexion. Mhm. Par exemple, lève les yeux au ciel. Eh bien, je vais prendre appui sur ce message non verbal pour continuer la suggestion suivante. Et vos yeux peuvent continuer à regarder et à se lever vers le plafond, par exemple. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, comment dirais-je, réutiliser les messages exprimés par la personne. Et pas les réutiliser pour les renvoyer comme ça, comme par effet direct, par effet, comme un effet miroir. Je vais les réutiliser d'une manière telle que je vais même moi-même m'imprégner, me mettre dans la disposition de recevoir les effets de la suggestion que je vais pouvoir exprimer. Et il en est de même si j'utilise le questionnement. Je vais réutiliser la réponse de la personne d'une manière telle que je vais rentrer dans la réponse de la personne, que je vais utiliser comme suggestion, entre guillemets. Mhm. C'est-à-dire, imaginons, la personne dit, je viens vous voir parce que je suis en difficulté, et je vais dire, voilà, je comprends que vous me dites, je viens vous voir parce que je suis en difficulté. Mhm. Quand je dis ça, c'est pas pour singer la personne, c'est pour que quand je vais dire je viens vous voir parce que je suis en difficulté, je commence à me mettre dans la disposition de rentrer dans ce je viens vous voir parce que je suis en difficulté. Mhm. Et comme l'a très bien montré Erickson avec l'hypnose conversationnelle, comme l'a très bien montré Bernheim dans son idée
que il pouvait y avoir, alors lui parle de la thérapie suggestive en éveil, c'est-à-dire que la personne va pouvoir entrer en transe d'éveil et qu'il n'est pas nécessaire de fermer les yeux et qu'il n'est pas nécessaire de rentrer, comment dirais-je moi, en transe, les yeux fermés, de manière formelle. Je vais même aller plus loin. C'est qu'aujourd'hui, je dirais que l'intérêt de la transe voilà, je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, l'expérience de transe, c'est une expérience qui est équivalente à une expérience émotionnelle. C'est-à-dire qui est en fait de se retourner vers son vécu, ou plutôt les interactions qu'il y a entre les perceptions externes et les perceptions internes, mais dans son vécu intérieur. Et je dirais que pour moi, la profondeur de la transe, c'est l'intensité d'absorption dans l'expérience de transe. Et l'intérêt qui me semble utile dans la thérapie, dans l'utilisation des phénomènes hypnotiques dans la thérapie, c'est justement d'amener la personne, comme j'en ai fait moi-même l'expérience, dans cette intensité d'absorption dans l'expérience de transe, profondeur d'expérience de transe, d'aller chercher là où les perceptions externes et les perceptions internes vont se resynchroniser. Dans ce que, pardon, si j'ai bien compris, si j'ai bien compris, ce que tu es en train de dire, c'est que la rencontre de ce qu'il y a dedans, enfin de l'intéro et de l'extéro, des perceptions internes et des perceptions externes, et de la rencontre entre les deux, qui favorise justement, qui va permettre l'absorption, n'est pas forcément lié, si j'ai bien compris, à l'intensité de profondeur de la transe. Tout à fait. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a ce message un peu de plus la transe est profonde, d'une certaine manière, plus la personne elle est dedans, elle est absorbée et presque mieux c'est. Mais j'ai l'impression que c'est justement pas ça que tu es en train de dire. Alors, je crois que ça nécessite peut-être de dire quelque chose qui est important pour moi. C'est que, comme l'a dit d'ailleurs Milton Erickson, l'expérience de transe est naturelle. Oui. Et donc, ce qu'on va appeler hypnose va être tout un ensemble de techniques relationnelles qui vont faciliter et permettre cette expérience de transe. Et là où le contexte joue, il est bien évident que si je suis au bloc opératoire et que j'aime me faire opérer, le contexte de l'intervention, je ne connais pas beaucoup de monde qui va se faire opérer en pleine conscience. Oui. Donc, l'intention partagée d'utiliser l'hypnose pour entrer dans une expérience de transe qui va créer des phénomènes d'hypnoanalgésie de telle sorte, ou d'hypnosédation, qui vont permettre l'intervention, semble tout à fait pertinent. Quand on est dans le cadre de la psychothérapie, le contexte dans lequel on va utiliser les phénomènes hypnotiques est beaucoup plus flou. C'est la raison pour laquelle il va être nécessaire de dérouler une approche psychothérapique à l'intérieur de laquelle vont être utilisés les phénomènes hypnotiques. Et ce qui me semble tout à fait important pour moi, c'est que la seule situation pour moi où l'hypnose peut être par elle-même thérapeutique est lorsqu'elle permet à la personne de faire une expérience de lien d'attachement. D'accord. C'est-à-dire la rencontre avec l'autre. Simplement, en dehors de ça, l'hypnose en elle-même n'a pas, de mon point de vue, d'effet thérapeutique. C'est l'intention et la manière dont on va utiliser les phénomènes hypnotiques qui vont permettre de dérouler les effets thérapeutiques. Oui,
il peut y avoir parfois, justement, c'est pour ça, dans ce que tu dis, j'entends bien des fois une confusion par rapport à l'hypnose entre le moyen, les moyens et, et la fin, c'est-à-dire l'objectif dans lequel on l'utilise, et que finalement, il y a une confusion dans l'hypnose, c'est-à-dire comme si faire de l'hypnose était une fin en soi, alors que c'est justement pas le cas. Voilà. Bien sûr, si je rejoins, puisque le terme de psychothérapie a été ou plutôt on dit qu'à l'origine du mot psychothérapie, c'est Bernheim. Pour moi, tout processus psychothérapique contient Tiens. l'utilisation de phénomènes et de techniques relationnelles de type hypnotique qui vont créer des phénomènes hypnotiques. Et même si on utilise la persuasion, pour que la persuasion opère, encore faut-il que la personne s'approprie les effets de la persuasion et de la facienne. Parce que dans l'autre alternative, on est tout simplement dans un scénario de soumission. Et comme et comme mon histoire s'est créée dans les mondes traumatiques, évidemment, la soumission, il n'y a rien qui ressemble plus à la soumission que l'emprise traumatique. Et que, de mon point de vue, c'est bien la raison pour laquelle il y a eu une certaine réticence avec l'hypnose du 19e siècle, qui est l'hypnose persuasion, qui laisserait entendre que la personne hypnotisée est soumise à la volonté de l'opérateur. Dans le cadre du processus psychothérapique, on va utiliser les techniques hypnotiques, c'est-à-dire qui sont des techniques relationnelles particulières. Et ces techniques relationnelles, on va les utiliser en lien avec ce qui va être utile pour permettre le déroulement du processus thérapeutique. D'accord. Et ça me semble important de dire ça car je dirais deux choses là-dessus. La première, c'est que si on lit un ouvrage sur l'hypnose de la fin du 19e siècle, du début du 20e siècle, ce qui singularise les hypnothérapeutes de l'époque, c'est qu'ils étaient essentiellement focalisés sur les techniques d'induction. Tellement que un auteur, un historien de l'hypnose qui s'appelle Émile Boirac disait « Montre-moi comment tu es hypnotisé, comment tu rentres en hypnose et je te dirai par qui tu as été hypnotisé. » D'accord. J'aime aussi citer cette autre pensée d'Émile Boirac et qui va permettre qui disait « Toute personne qui s'aventure sur le continent de l'hypnose est comme Christophe Colomb. Il croit avoir découvert l'Amérique sans savoir que beaucoup d'autres personnes sont passées avant. » Et aujourd'hui, ce qui est caractéristique, me semble-t-il, c'est qu'en fait, ce que l'on met en avant à nouveau, c'est les techniques relationnelles qui vont produire les phénomènes hypnotiques. Et que c'est comme si les techniques relationnelles viennent sur devant de la scène. Et d'autant plus aujourd'hui que, comme on veut aller vite, comme il faut avoir des effets immédiats, eh bien, il y a une espèce de réification des techniques relationnelles, comme si c'est une technique relationnelle qui agit. Or, la technique relationnelle est du registre de l'action. Et elle n'est ni de l'intention avec laquelle on va l'utiliser, ni des effets en termes de relations qui vont être produits par cette technique.
quand tu dis ça, oui, ça, on sent les prémices d'une technique, couper de l'intention, couper des effets. Et d'ailleurs, dans l'expérience, on voit bien que notamment les effets qui peuvent être attendus sont parfois, c'est plutôt on sème des graines et les effets vont être à distance ou à retardement. Donc, ça va un peu à l'opposé des attentes et des effets immédiats qui relèveraient plus de quelque chose de l'ordre de la performance. Et donc, finalement, technique, on entend au bout d'un moment, enfin, technique, on finit par, je ne sais pas comment on pourrait dire, techniciser, technologiser, c'est ça, oui. D'ailleurs, c'est pour ça que le terme d'outil et de boîte à outils est omniprésent aujourd'hui dans l'espace de l'hypnose. Oui, absolument. Or, si vous imaginez une boîte à outils, une boîte à outils, il y a des outils dedans, mais les outils ne disent pas comment ils vont être utilisés. Et l'outil n'est pas la fin en soi. Ouais. C'est ce qui va être, ce que va permettre l'outil qui va donner des effets et des résultats. Et on oublie. Et ce qui me semble important, c'est que ce n'est pas les résultats au niveau de la séance d'hypnose qui vont être intéressants, mais c'est les résultats dans l'espace de vie de la personne. Ah oui. D'ailleurs, par rapport à cette question de l'outil, des boîtes à outils, et puis notamment, je reviens sur l'intention. Moi, il y a très longtemps, de ce que j'avais retenu de mes études de psychologie, ce qu'on nous apprenait, c'était que la personne qui était en face de nous, ça peut être dans le cadre d'une séance d'hypnose ou autre, de toute façon, ce qu'elle va percevoir avant tout de manière quasi réflexe, alors on pourrait parler d'un inconscient en réflexe, enfin bref, ce qu'elle va percevoir, c'est l'intention avec laquelle on dit ou avec l'intention avec laquelle on utilise la chose, plus que la chose elle-même. Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu déjà il y a très longtemps, en fait. Et j'ai l'impression que c'est la même idée. Tout à fait. C'est-à-dire, je partage, c'est-à-dire que c'est pas ce que l'on va faire, c'est l'intention avec laquelle on va le faire. Et cette intention avec laquelle on va la faire, elle passe par le non-verbal et l'infraverbal. Et c'est là où on peut rejoindre l'idée de Bernheim sur la suggestion, puisqu'il faisait la suggestion un espèce d'universel. C'est à partir du moment où l'intention est claire et que cette intention, elle est dans l'espace commun, c'est-à-dire qu'elle a comme intention de rencontrer et de créer un espace d'intention partagée, qu'à ce moment-là, évidemment, le message va pouvoir passer. Et l'intention qui vient de la personne qui hypnotise, excusez-moi, va pouvoir devenir l'intention de la personne qui est hypnotisée. D'accord. Et ça me semble tout à fait fondamental. En tout cas, c'est dans cette vision-là que nous avons développé l'hypnose à l'Institut. La formation à l'Institut. Oui. C'est-à-dire que c'est pas d'apprendre des techniques, c'est comment utiliser, d'abord comment construire et comment aller à la rencontre et construire un même espace-temps qui va parler de rythme, de synchronisation, d'effets mimétiques. Car pour rentrer dans le même espace-temps, ça nécessite d'abord de synchroniser ces rythmes. C'est le travail de synchronisation et d'accordage. Oui. Et de permettre ainsi que le travail qui va être fait va pouvoir permettre la mise en place d'un imaginaire partagé, c'est-à-dire la construction d'une imagination créatrice. C'est-à-dire que quand je fais la suggestion, ça nécessite
que ce que je dis, je puisse visualiser les effets de la suggestion. Oui. Quand tu dis visualiser, c'est voilà, pouvoir clairement, par exemple, imaginer le patient, imaginer chez lui les effets que ça va avoir. Tu parles de imaginer peut-être percevoir, imaginer y compris chez moi aussi, les effets de cette suggestion. C'est-à-dire que je peux m'imaginer répondre aux effets de la suggestion. Oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est pas imaginer chez l'autre. Oui. C'est chez moi que la suggestion peut avoir les mêmes réponses. Oui. Les réponses semblent. Oui. Et à ce moment-là, ça veut dire, et ça c'est quelque chose qui m'avait tout à fait frappé dans le travail de Milton Erickson, que j'avais observé et que j'ai étudié en répétant maintes et maintes fois les mêmes vidéos, c'est en fait que d'abord, sa position est déjà une position essentielle. Ah oui. C'est-à-dire qu'il crée un espace devant et qu'il n'est pas en face à face la plupart du temps. Et que cet espace devant, c'est comme si quand il parle dans l'espace. Et que ça, c'est pour moi quelque chose qui est tout à fait essentiel, c'est-à-dire que quand je vais construire des suggestions, c'est comme si les suggestions, je les envoie dans l'espace d'abord et j'observe qu'est-ce qui va se passer en retour. Et non pas de manière directe. C'est pour ça que pour moi, quand on parle de directivité ou de non-directivité, c'est plus une question de position, oui, d'orientation de la suggestion dans le temps et dans l'espace que de manière de parler. C'est vrai que pour l'expérimenter, pour l'avoir expérimenté me concernant, pour l'expérimenter au contact des patients, on voit bien à quel point orienter, je veux dire, sa suggestion dans cet espace, je veux dire, dans l'instant de la séance, dans cet espace, et pas directement sur la personne, pas directement sur, mais dans cet espace, à quel point ça vient participer à créer, à déployer, justement, à participer à déployer l'espace dans lequel nous nous retrouvons tous les deux, presque de manière enfin j'allais dire presque carrément, presque de manière hallucinatoire, puisqu'on parle des phénomènes hypnotiques aussi, de manière hallucinatoire, comme si nous étions enveloppés par ce même voile, moi j'appelle ça comme un voile en fait, qui nous réunit en projetant en fait le thérapeute qui vient projeter dans cet espace et qui se déploie un peu à l'image de ça me fait penser à cette image dans l'eau quand on laisse tomber un caillou et que ça crée des phénomènes comme ça, je veux dire d'éloignement, des petits cercles qui s'éloignent. C'est cette image qui me vient, c'est-à-dire que ça se déploie dans l'espace. Et tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, c'est pour bien comprendre la position, c'est comme si l'hypnose comme espace-temps relation et la spécificité des techniques relationnelles qui vont être utilisées vient s'inviter tant chez le thérapeute que chez le patient. C'est ça. Et que ça nécessite qu'il y ait des effets et chez l'un et chez l'autre. Et c'est ce qui va permettre de créer la singularité à ce moment-là de ce lien particulier qui va rejouer, me semble-t-il, ou en tout cas qui peut rejouer les phénomènes d'attachement, le processus d'attachement. Alors ça me paraît aussi être un élément aussi central, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que apprendre dans la pratique à pouvoir percevoir et s'appuyer, je parle du côté thérapeute, hypnothérapeute, de percevoir, d'identifier et de s'appuyer aussi sur ces perceptions, c'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement centré sur l'autre. C'est ce que tu es en train de dire. En fait, c'est d'ouvrir tout simplement, je vais le dire comme ça, je ne sais pas comment dire autrement, le champ
d'expérience. Ouais. Et tant chez le patient que chez le thérapeute. Et que d'ouvrir le champ d'expérience va passer par le fait d'ouvrir le champ perceptif. Et bien sûr, c'est là où on peut réintroduire, eh bien, au niveau perceptif, le sens premier des magnétiseurs, mais aussi la perceptude telle que l'a décrit François Roustan, ou la neuroception telle que le décrit Porges. C'est-à-dire, en fait, on va rouvrir le champ d'expérience. Et ce qui est tout à fait essentiel, c'est que c'est comme si on inverse. Si j'utilisais cette image, je dirais, à ce moment-là, on entre dans l'unité corps-esprit. Et donc, où, en fait, si je le disais comme ça, le cerveau va faire émerger les effets de l'expérience et donner les effets de l'expérience. Oui, je comprends. Voilà. C'est-à-dire que si je dis ça autrement, d'une manière un peu sophistiquée, on est dans la voie bottom-up, c'est-à-dire vers le haut, et non pas top-down. C'est cette inversion. Et je pense que c'est ce qui a tout le temps, qui est tout le temps venu questionner comment dirais-je moi, l'expérience hypnotique. C'est évidemment, si on ouvre et qu'on se libère des croyances, on lâche toutes les représentations, les rôles sociaux, si tout ça, toutes les constructions mentales sont en train de lâcher et qu'on ouvre son champ perceptif, c'est-à-dire qu'en même temps, on rentre dans une expérience de liberté. Oui. Où il est possible de découvrir que ses propres potentialités vont aller au-delà et ne se limitent pas à ce qu'en fait la conscience vigile est la construction du monde dans lequel on est et dans lequel on s'est construit. C'est-à-dire le monde relationnel qui, quelque part, nous limite. Et donc, je me dis que pour accéder à cette posture-là, il s'agit aussi de sacrément, enfin, en tout cas, traverser, faire l'expérience de lâcher le contrôle. Voilà. On parle de lâcher le contrôle. Oui. C'est pas lâcher le contrôle. C'est lâcher le contrôle en contrôle. En contrôle, oui. Oui, je comprends. Oui. Et c'est là où, pour moi, l'expérience de transe a une analogie à la fois avec le monde de jeu, mais aussi avec le monde artistique. C'est-à-dire que l'acte de création nécessite cette expérience particulière de transe. Oui, je comprends. Un autre aspect tout à fait essentiel de l'utilisation de l'hypnose dans cette perspective, à partir de mon expérience, c'est que ça m'a permis, dans le travail de réassociation, de pouvoir accueillir les effets de dissonance et d'apprendre à se mettre en transe sur les effets de dissonance. Et de mon point de vue, un des intérêts de la pratique de l'hypnose pour les thérapeutes, et particulièrement pour les psychothérapeutes, c'est justement de pouvoir apprendre à accueillir et de se mettre en transe sur les effets de dissonance. Car c'est à ce moment-là que va émerger des formes alternatives. C'est-à-dire, quand je dis des formes alternatives, je veux dire des formes qui vont exprimer le travail de réassociation là où la dissonance est présente. Oui. Et donc, depuis tout à l'heure, je ne peux pas m'empêcher de me dire quand même que dans la manière dont, dans cette vision de l'hypnose et la manière dont elle est enseignée à l'Institut, on est pour le coup très éloigné d'une pratique plus, comment je pourrais dire, plus protocolisée ou
où les scripts, où il existe aujourd'hui, il y a pléthore, on trouve ça un peu partout, des scripts préétablis pour telle ou telle pathologie, pour telle ou telle difficulté, tel ou tel trouble. Là, je vois bien qu'enfin, on est dans une approche qui est beaucoup plus transversale, où finalement, ce qui va être thérapeutique dans l'utilisation de l'hypnose et des phénomènes hypnotiques et des techniques hypnotiques, c'est toute la potentialité de la relation entre le patient et le thérapeute qui va Oui. participer aux effets, enfin en tout cas, et à pouvoir aider, soulager une souffrance. Comme je le dis, à l'intérieur, on va utiliser pour construire cet espace-temps relation qu'on a nous, singulière, on va utiliser des techniques relationnelles et à l'intérieur, on va utiliser des techniques relationnelles. Plus de techniques relationnelles, on va les technologiser. Plus, de mon point de vue, les phénomènes hypnotiques vont disparaître. C'est-à-dire que plus on instrumentalise l'hypnose et plus les phénomènes naturels en lien avec la pratique de l'hypnose vont disparaître. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois dans l'histoire. Oui. Et c'est vraiment important. C'est-à-dire que ce qui crée la pertinence de l'hypnose, c'est pas les techniques, c'est les effets. Oui. Et ce qui va avoir un effet thérapeutique, si je peux parler comme ça, c'est ce qui va être de l'ordre des effets en termes de relation. C'est pas les techniques. Or, ça laisserait entendre que la technique a tout le temps un même effet repérable, Oui. répétitif, etc. Ça, c'est le discours de la technologie. Oui. Oui, Et, puis, et moi, les processus relationnels sont là, présents. C'est important. Ça ne veut pas dire, c'est très important d'apprendre les techniques. Mais après, une fois qu'on a appris les techniques, c'est d'apprendre à les utiliser. Oui. Les utiliser, c'est dans l'observation des effets en termes de processus relationnels. Oui, c'est ça. Ce que tu dis, c'est que les techniques sont au service de ce que nous aurons observé, Oui. et non pas la technique est première et on voit, et puis après on voit les effets que ça a. Mais ouais, d'accord. C'est dans ce. Et ce qui est important, c'est les effets chez la personne hypnotisée. D'accord. Pourquoi ces effets vont pouvoir être utiles par rapport au contexte pour lequel la personne vient et à la problématique pour laquelle elle vient. Et comment cette problématique a une prise sur sa vie. Et Eric, comme nous approchons pour aujourd'hui, on approche de la fin de notre webinaire, qui somme toute est passionnant, et je trouve que d'avoir pu reprendre aussi des éléments d'histoire, c'est-à-dire de comprendre, c'est-à-dire d'où l'on part, et puis cette association entre aussi toi, ta propre histoire, ce que tu as appris, ce que tu en fais, et tel que c'est dispensé aujourd'hui, enfin, ça donne beaucoup de sens, et je trouve que ça donne beaucoup ça participe à donner de l'éclairage, et puis aussi un autre regard aussi sur la pratique de l'hypnose. Alors, je sais que je vais te soumettre un peu un exercice qui n'est pas là tout de suite forcément évident, mais comme on approche de la fin, il y a certainement beaucoup de messages qu'on a envie de faire passer encore, mais par exemple, pour les personnes qui sont présentes et qui peut-être pour certaines, en fait, peut-être découvrent aussi l'hypnose. Certains sont peut-être plus aguerris, déjà formés, plus expérimentés, mais peut-être pas, c'est pas le cas de tout le monde.
je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses que tu as déjà dit qu'on pourrait redire ou des nouvelles choses que tu auras envie de partager pour terminer, euh, de passer comme message qui te paraît important, toi qui as maintenant 40 ans d'expérience dans le domaine. De mon point de vue, l'intérêt de l'hypnose, Ouais. et c'est la raison pour laquelle la formation à l'Institut est orientée vers cette approche, c'est que l'hypnose est d'abord, a comme intérêt d'abord de remettre la personne dans son expérience corporelle relationnelle, c'est-à-dire de son corps, dans sa dimension relationnelle et dans sa capacité d'être en lien avec l'environnement, d'être en lien avec la singularité de la relation à l'autre. Et bien sûr, c'est à partir de là où vont émerger de nouvelles représentations. Et bien sûr, l'autre aspect qui est très important dans notre pratique, c'est d'amener la personne dans la séance à sa propre expérience, entre guillemets, hallucinatoire d'auto-prescription de tâches. C'est-à-dire qu'elle se perçoit, dans le travail d'anticipation, comment je peux me mettre en mouvement autrement. Et donc, c'est comment le thérapeute le thérapeute peut accompagner la personne au plus près de son expérience et comment prendre appui sur son expérience pour qu'émergent les ressources, les compétences pour parler le langage. Oui. Et ces ressources et les compétences, c'est que la personne dans l'expérience de transe va les revivre, les habiter et les agir. Stéphane? Pardon. Et de ce que tu disais, oui, je disais que dans ce que tu venais de dire, ce qui me paraissait important, c'est-à-dire que tout à l'heure, tu as parlé notamment de l'imaginaire. Oui. Et tu faisais référence aussi à l'imaginaire tout au début, à travers le jeu aussi. On voit bien que à travers le temps, tu as laissé que cet aspect-là est étroitement lié, enfin l'aspect de l'imaginaire est étroitement lié à l'hypnose. Est-ce qu'on peut dire que oui, il a pratiqué l'hypnose et accompagné quelqu'un à travers de la manière dont tu l'as expliqué, c'est pouvoir remettre aussi parfois en route un imaginaire possible Oui. qui va favoriser dans l'après-coup, justement, une remise en mouvement et d'agir sa vie et d'agir dans sa vie. Oui, car l'imagination, cet imaginaire qui se remet en route, qui est l'imagination créatrice, c'est qui nécessite le lien à l'autre, c'est ce qui est au plus près du langage corporel. Oui. Oui, ça c'est un élément important aussi. Très bien. Et c'est pour ça que le travail en hypnose, pour moi, de mon point de vue, va mettre en scène tout le temps, d'une manière ou d'une autre, et c'est là où il va être le plus pertinent, un travail métaphorique. C'est-à-dire que c'est l'interaction entre l'expérience que va faire la personne et là où il en est dans son vécu et dans son histoire, c'est de cette interaction que va émerger les alternatives qui vont permettre à la personne de trouver les réponses à ces problématiques. On peut dire que finalement, on a parlé d'accordage, d'imaginaire, de créer un espace de coopération, etc. En fait, finalement, c'est oui, à travers la formation, c'est toutes ces choses qui sont enseignées, apprises, expérimentées surtout, parce que ça reste une pratique, il faut comprendre de quoi il s'agit et quel sens ça a, bien sûr.
c'est porté par une intention, dans un objectif, mais dans une approche qui est surtout expérientielle. Enfin, en tout cas, on est très attaché à ce que ça passe majoritairement par de la pratique. Hein, Et non seulement un travail expérientiel, et il y a un autre aspect qui est très développé dans la formation, qui est en lien avec ce qui a été développé, ce que j'ai développé et ce que nous avons développé après dans la thérapie du lien et des mondes relationnels, ouais. c'est la transe dans l'ici et maintenant. Ah oui. Et comment on travaille avec la progression du passé dans le présent, du futur, et comment on travaille dans l'ici et maintenant. Et ça, c'est aussi un travail spécifique que nous avons. Oui, ça c'est intéressant, ouais. Ça, c'est qui est fondamental quand on travaille avec le psychotraumatisme. C'est vrai, oui, effectivement, la transe dans l'ici et le maintenant, dans le psychotraumatisme, est une manière vraiment très puissante et intéressante, justement, de pouvoir travailler à la fois efficacement tout en sécurité. Oui. Non. Donc, ça, c'est… D'ailleurs, donc ça, c'est ce qui est plutôt développé, d'ailleurs, même si on l'aborde quand même dans la formation hypnose, mais Oui. c'est largement développé, comme tu disais, dans la formation thérapie du lien et des mondes relationnels. Oui. Effectivement. Tout à fait. Bon. Donc, Eric, sauf si, bien sûr, hein, si tu veux rajouter encore quelque chose, on a encore quelques minutes, hein, mais là, on arrive vraiment à la fin de notre webinaire. On a mis quelques informations hein, sur le fil de discussion. Si vous voulez en savoir plus, hein, à la fois le contenu de la formation hypnose, hein, tel que ça vous a été développé, expliqué aujourd'hui, mais d'avoir le contenu, le programme plus détaillé, y compris les dates, et puis toute autre information en lien avec la formation et les activités de l'Institut, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. Hein. Pour remercier nos auditeurs. Oui, hein. Merci à vous. Et nous espérons que cette présentation vous sera utile et vous donnera peut-être l'envie de venir vous inscrire en formation. Bon, j'en profite aussi puisque l'été est là et y compris les vacances. Donc, bien évidemment, hein, le webinaire est enregistré, donc il sera accessible hein, à d'autres personnes ou si jamais vous vouliez le revoir, car il a été riche, hein, beaucoup d'informations. Et puis aussi pour vous informer que nous allons reprendre, bien sûr, à partir du mois de septembre, ensuite nos webinaires. Hein. On va faire une petite pause estivale. Et pour vous rappeler que le prochain webinaire aura lieu donc maintenant le 7 septembre, donc à 18h30, hein, pas de changement d'horaire. Et donc, le titre sera « Comment transmettre du sens aux générations futures dans la société d'aujourd'hui ». Et nous aurons la chance d'avoir avec nous à la fois le docteur Boris Cyrulnik et qui échangera donc avec Eric Bardot ici présent. Donc, vous pouvez vous inscrire hein, en allant sur le site de l'Institut. Donc, voilà cette information importante avant de terminer. Eric, merci beaucoup. Stéphane, merci. Avec plaisir. Et puis, on se dit à Ciao. très bientôt et à bientôt à vous tous et passez un bel été. Merci.